Sherlock Holmes rit sous cape. Il s'apprêtait à faire une observation quand Lestrade, il était rentré dans la chambre tandis que nous causions dans le vestibule, réapparut sur la scène en se frottant les mains avec suffisance. « Monsieur Gregson, dit-il, je viens de découvrir une chose de la plus grande importance. Elle serait passée inaperçue si je n'avais pas examiné soigneusement les murs. » Les yeux du petit homme jetaient les étincelles. Il contenait à peine sa joie de damer le pion à un collègue. « Venez, fit-il en se retournant avec empressement jusque dans la chambre dont l'atmosphère semblait purifiée depuis l'enlèvement du cadavre. « Bon, maintenant, restez là. » Il frotta une allumette contre sa semelle et l'éleva vers le mur. « Regardez » s'écria-t-il triomphalement. J'avais remarqué que le papier s'était décollé par endroits. Dans ce coin de la chambre, un grand morceau décollé laissait à découvert un carré de plâtre jaune. En travers de cet espace nu, on avait griffonné en lettres de sang ce seul mot « Rache ». « Qu'est-ce que vous pensez de ça » s'écria le détective. Nous ne l'avions pas vu parce que c'était dans le coin le plus sombre. Personne n'a pensé à regarder par là. L'assassin a écrit avec son propre sang. Voyez cette traînée qui a dégouliné le long du mur. En tout cas, toute hypothèse de suicide se trouve écartée désormais. Et pourquoi avoir choisi ce coin? Je vais vous le dire. Vous voyez cette bougie sur la cheminée? Elle était allumée. Ce coin, qui est maintenant dans la partie la plus obscure, se trouvait alors dans la plus éclairée. « Et quel sens prêtez-vous à votre trouvaille » demanda Gregson d'un ton dédaigneux. « Quel sens? Eh bien, on allait écrire Rachel, mais on a été dérangé. Retenez ce que je vous dis. Quand on aura éclairci cette affaire, on saura qu'une femme prénommée Rachel était dans le coup. Riez, riez, monsieur Sherlock Holmes, vous pouvez être brillant et astucieux, mais à la fin, on s'apercevra que le vieux limier est encore le meilleur. « Je vous demande bien pardon, » dit mon compagnon qui avait irrité le petit homme en pouffant de rire. « Sans conteste, le mérite de cette découverte vous revient, comme vous le dites. Tout prouve que l'inscription a été faite par l'autre acteur du crime. Je n'ai pas encore eu le temps d'examiner cette chambre, mais si vous m'y autorisez, je vais le faire à présent. » Tout en parlant, il sortit brusquement de sa poche un mètre ruban et une grosse loupe ronde. Muni de ces deux instruments, il trotta sans bruit dans la pièce. Il s'arrêtait, il repartait, de temps à autre il s'agenouillait, et même une fois il se coucha à plat ventre. Il semblait avoir oublié notre présence. Il monologuait sans cesse à mi-voix. C'était un feu roulant, ininterrompu d'exclamations, de murmures, de sifflements et de petits cris d'encouragement et d'espoir. Il me rappelait invinciblement un chien courant de bonne race et bien dressé, qui s'élance à droite puis à gauche à travers le hallier, et qui, dans son énervement, ne s'arrête de geindre que lorsqu'il retrouve la trace. Pendant plus de 20 minutes, Holmes poursuivit ses recherches. Il mesurait avec le plus grand soin l'espace qui séparait deux marques invisibles pour moi, et de temps à autre, tout aussi mystérieusement, il appliquait son mètre contre le mur. À un endroit du parquet, il mit avec précaution un peu de poussière en tas, puis la recueillit dans une enveloppe. Finalement, avec la plus grande minutie, il étudia à la loupe chaque lettre du mot inscrit sur le mur. Cela fait, il parut satisfait. Il remit dans sa poche le mètre et la loupe. « On a dit que le génie n'est qu'une longue patience, dit-il en souriant. Ce n'est pas très exact, mais cela s'applique assez bien au métier de détective. » Gregson et Lestrade avaient observé les manœuvres de l'amateur avec beaucoup de curiosité et un peu de mépris. Ils ne se rendaient évidemment pas compte d'un fait qui m'apparaissait enfin. Les plus petites actions de Sherlock Holmes tendaient toutes vers un but défini et pratique. « Quel est votre avis » demandèrent ensemble les deux hommes. « Si j'étais censé vous venir en aide, messieurs, je vous volerais le crédit que vous devez tirer de cette affaire. N'importe qui serait malvenu d'intervenir dans une enquête que vous avez si bien menée jusqu'à présent. » Ces paroles sentaient le sarcasme à une lieue. « Si vous voulez me tenir au courant de vos recherches, ajouta-t-il, je serais heureux de vous apporter toute l'aide possible. Entre-temps, j'aimerais parler à l'agent qui a trouvé le corps. Pouvez-vous me donner son nom et son adresse ?» Lestrade consulta son calepin. « John Rance, dit-il. Il n'est pas de service en ce moment. Vous le trouverez au 46, Audley Court,
Kensington Park Gate. Holmes nota l'adresse. « Venez, docteur, dit-il, nous allons voir John Rance. » Puis, se tournant vers les deux détectives, « Je vais vous dire quelque chose qui pourra vous être utile. Il y a eu assassinat. Le meurtrier est un homme. Il a plus d'1,80 m. Il est dans la force de l'âge. Pour sa taille, il a de petits pieds. Il porte des brodequins à talons carrés et il fume des cigares de trichinopoly. Il est venu ici avec sa victime, dans un fiacre, tiré par un cheval qui avait 3 vieux fers et un œuf à la patte antérieure droite. Selon toute probabilité, le meurtrier a un visage haut en couleur, et les ongles de sa main droite sont remarquablement longs. Je ne vous donne que quelques indications, mais elles pourraient vous être utiles. » Lestrade et Gregson s'entre-regardèrent avec un sourire incrédule. « Si cet homme a été assassiné, comment l'a-t-il été » demanda le premier. « Empoisonné, » dit Sherlock Holmes d'un ton péremptoire avant de s'éloigner. Arrivé à la porte, il se retourna. « Autre chose, sachez, Lestrade, que rache est un mot allemand qui signifie vengeance. Ne perdez donc pas votre temps à chercher une mademoiselle Rachel. » Après cette flèche du part, il sortit, laissant ses 2 rivaux bouche bée. Chapitre 4. Ce que John Rance avait à dire. Il était 1h quand nous quittâmes Lauriston Garden. Je suivis Sherlock Holmes au bureau de poste le plus près. Il expédia une longue dépêche, puis il héla un fiacre et donna au conducteur l'adresse de John Rance. « Rien de tel que les renseignements de première main, dit-il. Mon opinion est déjà faite, mais il est prudent de chercher à tout connaître. »« Vous m'ahurissez, Holmes, dis-je. Certainement, vous n'êtes pas aussi sûr que vous le prétendez de tous les détails que vous leur avez fournis. »« Pas d'erreur possible, répondit-il. La première chose que j'ai remarquée en arrivant là-bas, c'est que les roues d'une voiture avaient creusé 2 ornières près de la bordure du trottoir. Or, jusqu'à la nuit dernière, nous n'avions pas eu de pluie depuis 1 semaine. Par conséquent, les roues qui ont laissé une empreinte si profonde ont dû y passer la nuit dernière. Il y avait aussi la marque des sabots. Le dessin de l'un d'eux était net. Le fer était donc neuf. Puisque le fiacre était là quand il pleuvait et que d'après Gregson, on ne l'a pas revu dans la matinée, il faut donc qu'il ait amené de nuit les 2 individus. « Cela est simple, dis-je, mais la taille du meurtrier ?» La taille d'un homme 9 fois sur 10 se déduit de la longueur de ses enjambées. C'est un calcul assez facile, mais je ne veux pas vous ennuyer avec des chiffres. Les pas du meurtrier se voyaient dehors dans la boue, et à l'intérieur, sur la poussière. Et j'ai eu moyen de vérifier mon calcul. Quand un homme écrit sur un mur, il le fait d'instinct au niveau de ses yeux. Or, l'inscription était à un peu plus d'1,80 m du sol. Oh, un jeu d'enfant. « Et son âge ?» demandai-je. Eh bien, un homme ne peut pas être tout à fait vieux s'il enjambe facilement 1,30 m. C'était la largeur d'une flaque d'eau dans le jardin. Les chaussures vernies l'avaient contourné, et les talons carrés l'avaient sauté. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. J'applique tout simplement aux choses de la vie quelques-unes des règles d'observation et de déduction que j'ai préconisées dans mon article. Quelque chose vous intrigue encore? Oui, les ongles, le trichinipoly, amorçai-je. L'inscription sur le mur a été tracée par un index trempé dans du sang. J'ai pu observer, à l'aide de ma loupe, que le plâtre avait été légèrement égratigné autour des lettres, ce que n'aurait pas fait un ongle court. J'ai ramassé un peu de cendre éparpillée sur le plancher. Elle était sombre et feuilletée, comme ne peut en faire qu'un trichinipoly. Je me suis livré à une étude spéciale sur la cendre des cigares. J'ai même écrit une monographie sur le sujet. Je me flatte de pouvoir reconnaître d'un coup d'œil la cendre de n'importe quelle marque connue de cigares ou de tabac. C'est justement dans ces détails qu'un détective compétent se distingue d'un Gregson ou d'un Lestrade. « Et la figure haute en couleur ?» demandai-je. « Oh, ça c'est beaucoup plus hardi. Mais je suis quand même sûre d'avoir raison. Ne me demandez pas d'explication pour le moment. » Je passai la main sur mon front. J'ai le vertige. Plus on pense à cette affaire, plus elle devient mystérieuse. Pourquoi ces 2 hommes, s'ils étaient 2, sont-ils venus dans une maison vide? Qu'est devenu le cocher qui les a amenés? Comment l'un a-t-il pu forcer l'autre à prendre du poison? D'où provenait le poison? Quel était le mobile du crime, puisque ce n'est pas le vol? Comment une bague de femme est-elle arrivée là? Et pourquoi avoir écrit le mot « rache » avant de décamper? J'avoue, je n'arrive pas à concilier ces faits. Mon compagnon eut un sourire approbateur. «
Vous avez résumé avec clarté et concision toutes les difficultés, dit-il. Il y a encore bien des points obscurs, cependant, sur les principaux faits, j'ai mon idée. Quant à la découverte du pauvre Lestrade, c'était tout simplement une feinte. En suggérant par là les sociétés secrètes, on a voulu lancer la police sur une fausse piste. L'inscription n'a pas été tracée par un Allemand. La lettre A, si vous avez remarqué, était écrite en gothique. Or, un Allemand écrit toujours ses A en caractère latin. Nous pouvons donc affirmer à coup sûr que l'inscription a été faite non par un Allemand, mais par un imitateur trop appliqué. C'était simplement une ruse pour engager l'enquête sur une mauvaise voie. Je ne m'étendrai pas davantage sur cette affaire, docteur. Vous savez qu'un magicien perd son prestige en expliquant ses tours. Si je vous révélais toute ma méthode, vous penseriez qu'après tout, je suis un type très ordinaire. Je ne penserai jamais une chose semblable, répondis-je. Jamais personne ne saurait mieux que vous ériger en science exacte la recherche des criminels. Mon compagnon rougit de plaisir. Autant de mes paroles que de l'enthousiasme avec lequel je les avais prononcées. J'avais déjà remarqué qu'il était aussi sensible à un compliment sur son art qu'une jeune fille peut l'être à une flatterie touchant sa beauté. « Je vous dirai encore une chose, fit-il. L'homme aux chaussures vernies et l'homme aux talons carrés sont arrivés dans le même fiacre. Ils ont franchi ensemble l'allée, sans doute bras dessus, bras dessous. Une fois dans la chambre de devant, ils l'ont arpentée. Plus précisément, les talons carrés allaient et venaient, tandis que les chaussures vernies se tenaient tranquilles. J'ai lu tout cela dans la poussière. La longueur de plus en plus grande des enjambées indiquait aussi une surexcitation croissante. Je suppose que l'homme au talon carré parlait tout le temps, et qu'il s'est monté jusqu'à une rage folle. C'est alors que le drame a eu lieu. Je vous ai dit tout ce que je sais de science certaine. Le reste est hypothèse et conjecture. Nous avons un bon point de départ. Il faudra faire vite. Je veux aller au concert de Halle cet après-midi pour entendre Normand Neruda. Notre fiacre avait filé à travers une longue suite de rues enfumées et des ruelles misérables. Dans la plus enfumée et la plus misérable, soudain, il s'arrêta. « Voilà, Audley Court », annonça le cocher en indiquant une étroite faille dans l'alignement des maisons de briques ternes. « Je vous attendrai ici. » Audley Court n'était pas un lieu attrayant. Un passage exigu nous conduisit à un quadrilatère bordé de maisons sordides. Nous avançâmes avec précaution parmi les groupes d'enfants sales et à travers des rangées de linge déteint jusqu'au numéro 46. La porte était ornée d'une petite plaque de cuivre sur laquelle était gravé le nom de Rance. On nous dit que l'agent était au lit et on nous fit entrer pour l'attendre dans un petit salon sur le dessous. Il apparut bientôt, l'air un peu fâché d'avoir été dérangé dans son sommeil. « J'ai fait mon rapport au poste, grommela-t-il. Holmes tira de sa poche un demi-souverain et d'un air pensif le fit sauter dans sa main. « Nous aimerions que vous nous en parliez. »« À votre disposition, monsieur, répondit l'agent, les yeux fixés sur le petit disque en or. Racontez-nous donc, à votre manière, ce qui s'est passé. » Rance s'installa sur le canapé de crin et joignit ses sourcils. Il paraissait bien résolu à ne rien passer sous silence. « Je vais tout vous conter à partir du commencement. Je suis de service de 10h du soir à 6h du matin. À 11h, il y a eu une bagarre au cerf-blanc. Mais à part ça, tout était tranquille dans mon secteur. À 1h, il se mit à pleuvoir. J'ai rencontré Harry Mercer, celui qui a la ronde de Holland Grove. On a causé un peu ensemble au coin de la rue Henrietta. Puis à 2h, peut-être un peu plus tard, je suis allée voir si tout était dans l'ordre du côté de Brixton Road. Il faisait joliment mauvais, je ne voyais pas un chat. J'ai vu passer un fiacre, ou deux, je dois dire. Chemin faisant, je pensais, entre nous soit dit, qu'un gin chaud ferait bien mon affaire, quand tout à coup, j'ai vu briller une lumière à la fenêtre de la maison. Pourtant, c'était une des 2 maisons inhabitées de Lauriston Garden. Le tout dernier qui a vécu là-dedans est mort de la fièvre typhoïde, rapport que le propriétaire n'a pas voulu faire assainir les fosses. Alors vous pensez si ça m'épatait de voir la fenêtre éclairée. Tout de suite, j'ai pensé qu'il se passait quelque chose là. Arrivé à la porte, vous vous êtes arrêté, puis vous avez regagné la grille du jardin, interrompit mon compagnon. Pourquoi? Rance fit un sursaut violent et ouvrit de grands yeux. Eh bien, c'est la vérité, monsieur, fit-il. Mais comment ça, vous savez ça? Dieu seul le sait.
Voyez-vous, quand je suis arrivée devant la porte, tout était si tranquille et si désert que je me suis dit que ce serait tout aussi bien si j'avais quelqu'un avec moi. Je ne crains rien de ce côté-ci de la tombe, mais j'ai pensé que c'était peut-être le type qui est mort de la typhoïde qui revenait examiner les fosses. Cette idée-là m'a collé la trouille. Alors j'ai rebroussé chemin pour voir si je ne verrais pas la lanterne de Murcher. Mais de lui ni de personne, pas de trace. Il n'y avait personne dans la rue ? Pas âme qui vive, monsieur, pas même un chien. J'ai pris sur moi et je me suis retournée à la maison. J'ai poussé la porte, tout était silencieux là-dedans. Alors je suis entrée dans la chambre où il y avait de la lumière. Une bougie brûlait sur la cheminée, une bougie de cire rouge. Et à la lueur de cette bougie, qu'est-ce que j'aperçois ? Cela, je le sais. Vous avez fait plusieurs fois le tour de la chambre et vous vous êtes agenouillé près du corps, puis vous êtes allé au fond du corridor et vous avez essayé d'ouvrir la porte de la cuisine. Ensuite, Rance se leva d'un bond, tout ensemble effrayé et soupçonneux. « Où étiez-vous caché pour voir tout ça » s'écria-t-il. « Vous m'avez tout l'air d'en savoir trop, vous !» Holmes se mit à rire. Il lui jeta sa carte par-dessus la table. « Ne me faites pas arrêter sous inculpation de meurtre, dit-il. Je suis un chien de chasse. De chasse, je ne suis pas le loup. Monsieur Gregson et monsieur Lestrade répondent de moi. Mais continuez. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite ?» Rance se rassit. Il ne paraissait pas trop rassuré. « J'ai regagné la grille et j'ai sifflé. Murcher est arrivé avec 2 autres. » La rue était toujours déserte, pour ainsi dire. « Comment cela ?» Un large sourire épanouit le visage de l'agent. « J'ai déjà vu bien des types saouls, dit-il. Mais des pafs comme ce gaillard-là, ma foi, non jamais. Quand je suis sortie, il était à la grille, appuyé contre les barreaux, il chantait à s'époumoner. Il ne pouvait pas se tenir debout. Nous aider encore moins. » Quelle sorte d'homme était-ce ? John Rance parut ennuyé de revenir sur ce sujet à côté de la question. « Un homme saoul, comme il n'est pas permis d'être, répondit-il. Il se serait retrouvé en tôle si nous n'avions pas été si occupés. » Mais son visage, ses vêtements, ne les avez-vous pas remarqués ? Interrompit Holmes avec impatience. Pour sûr que je les ai remarqués, parce que j'ai soutenu le type avec Murcher. C'était un grand gaillard qui avait la face toute rouge. Un cache-nez lui enveloppait la moitié de la figure. Suffit, s'écria Holmes. Qu'avez-vous fait de lui ? On avait assez à faire sans nous en charger, dit l'agent en se cambrant sous le reproche. Je parierais qu'il a fini par rentrer chez lui. Comment était-il vêtu ? Il avait un pardessus brun. Et un fouet à la main ? Un fouet ? Non. Et il l'avait sans doute laissé, murmura mon compagnon. Ensuite, n'avez-vous pas, par hasard, vu et entendu un fiacre ? Non. Prenez ce demi-souverain, dit Holmes en se levant. Je crains fort, John Rance, que vous n'ayez jamais d'avancement dans la police. Votre tête ne devrait pas vous servir seulement d'ornement. Vous auriez pu gagner des galons de sergent la nuit dernière. L'homme que vous avez tenu entre vos mains est celui que nous recherchons. C'est lui qui tient la clé du mystère. Inutile de discuter. C'est ainsi. Partons, docteur. Nous laissâmes notre informateur incrédule, mais évidemment mal à l'aise. L'imbécile, dit Holmes avec amertume, pendant que le fiacre nous ramenait chez nous. Dire qu'il a eu une pareille chance et qu'il n'en a pas profité. Je ne vois pas encore clair, dis-je. Le signalement de l'ivrogne concorde bien avec l'idée que vous vous faisiez du meurtrier. Mais pourquoi serait-il retourné sur les lieux de son crime ? Ce n'est pas l'habitude des criminels. La bague, mon ami, la bague, voilà ce qu'il revenait chercher. S'il n'avait pas d'autre moyen de l'attraper, nous pourrons toujours appâter notre hameçon avec la bague. Je tiens mon homme, docteur. Je parierais 2 contre 1 que je le tiens. Il faut que je vous remercie. Sans vous, je ne me serais peut-être pas dérangée et j'aurais manqué la plus belle étude de ma vie. Une étude en rouge, n'est-ce pas ? Pourquoi n'utiliserions-nous pas un peu l'argot d'atelier ? Le fil rouge du meurtre se mêle à l'écheveau incolore de la vie. Notre affaire est de le débrouiller, de l'isoler, de l'exposer dans toutes ses parties. Et maintenant, à table. Et ensuite, Norman Neruda. Ses attaques et son coup d'archet sont magnifiques. Quelle est donc la petite chose de Chopin qu'elle joue si admirablement ? Tralalalira. Le limier amateur s'affala sur la banquette et se mit à chanter comme une alouette, tandis que je méditais sur la complexité de l'esprit humain. Chapitre 5. Notre annonce nous amène une visiteuse.
Cet après-midi-là, j'étais à plat. Les fatigues de la matinée avaient été excessives pour ma santé débile. Quand Holmes fut parti, je m'allongeai sur le canapé. J'essayai de dormir quelques heures, mais je n'y parvins pas. Tous ces événements m'avaient surexcité. Les fantaisies et les conjectures les plus folles l'emplissaient. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage simiesque et tourmenté du cadavre. Il m'avait fait une impression des plus sinistres. J'éprouvais presque de la reconnaissance envers celui qui l'avait expédié. Si jamais face humaine exprima le vice dans toute sa malice, ce fut bien celle d'Enoch J. Drebber de Cleveland. Ce qui ne m'empêchait pas d'admettre qu'il fallait bien que justice se fît. La dépravation de la victime ne constitue pas une excuse aux yeux de la loi. L'homme, suivant l'hypothèse de mon compagnon, avait été empoisonné. Mais plus j'y réfléchissais, plus elle m'apparaissait invraisemblable. Pourtant je le savais, elle reposait sur une observation. Holmes avait flairé les lèvres du cadavre. Et puis, quelle pouvait être la cause de la mort, sinon le poison? Il n'y avait pas de traces de blessure ni de strangulation. Mais d'autre part, ce sang qui avait éclaboussé le parquet, de qui provenait-il? Il n'y avait pas d'indice de lutte, et la victime, pour blesser son agresseur, ne disposait d'aucune arme. Tant que ces questions demeureraient sans réponse, nous aurions peine à nous endormir, Holmes et moi. Son air tranquille m'avait donné à penser qu'il avait trouvé une explication cadrant avec tout. Mais laquelle, je n'arrivais pas à le deviner. Son absence se prolongea, le concert n'avait sûrement pas pu le retenir si longtemps. Quand il rentra, le dîner était servi. « C'était magnifique, dit-il en prenant place à table. Vous vous rappelez ce que Darwin dit de la musique? Il prétend que chez les hommes, la faculté de produire et de la produire et de l'apprécier a précédé de beaucoup la parole. C'est peut-être pour cela que l'influence qu'elle exerce sur nous est si profonde. Les premiers siècles de la préhistoire ont laissé dans nos âmes de vagues souvenirs. Voilà une idée bien vaste, dis-je. Nos idées doivent être aussi vastes que la nature pour pouvoir en rendre compte, répondit-il. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous ne semblez pas être dans votre assiette. Cette histoire de Lauriston Garden vous a-t-elle troublé? Oui, je l'avoue, dis-je. Mes expériences dans l'Afghanistan auraient dû m'endurcir davantage. J'ai vu mes propres camarades taillés en pièces sans perdre mon sang-froid. Je comprends cela. Il y a dans cette affaire un mystère qui met l'imagination en branle. L'horreur ne va pas sans l'imagination. Avez-vous lu les journaux du soir? Non. Ils rendent bien assez compte de notre affaire, mais tous omettent de parler de la bague. C'est tant mieux. Comment cela? Jetez un coup d'œil sur cet avis, répondit-il. Je l'ai envoyé à tous les journaux ce matin. Il me passa le journal par-dessus la table et je regardai à la place indiquée. C'était la première annonce dans la colonne Objets trouvés. Elle était conçue en ces termes. Ce matin, à Brixton Road, on a trouvé une alliance en or unie sur la chaussée entre la taverne du Cerf Blanc et Holland Grove. S'adresser au docteur Watson, 221B Baker Street, entre 8 et 9 heures du soir. Je m'excuse de m'être servi de votre nom, dit-il. Si j'avais donné le mien, quelques-uns de ces lourdeaux l'auraient reconnu et ils auraient voulu se mêler de mes affaires. Vous avez bien fait, répondis-je. Mais je n'ai pas d'alliance, pour peu que quelqu'un vienne. Pardon, vous en avez une, dit-il, en me remettant une bague. Celle-ci fera très bien l'affaire. C'est presque un fac-similé. Et qui cet avis nous amènera-t-il? Parbleu, l'homme aux vêtements bruns, notre ami aux joues rubicondes et aux talons carrés. S'il ne se présente pas en personne, il enverra un complice. Cette démarche ne lui semblera-t-elle pas trop compromettante? À mon avis, pas. Si mes suppositions sont justes, et j'ai tout lieu de le croire, cet homme risquera tout pour récupérer la bague. Pour moi, il l'a perdue en se penchant sur le cadavre de Drebber. Sur le coup, il ne s'en est pas aperçu. C'est après avoir quitté la maison qu'il a constaté la disparition. Alors il est revenu sur ses pas en toute hâte, mais par sa propre faute, parce qu'il avait laissé la bougie allumée, la police était déjà sur les lieux. Il simula l'ivresse pour écarter les soupçons qu'aurait pu faire naître son apparition à la grille. Maintenant, mettez-vous à la place de cet homme. Après réflexion, il doit s'être dit qu'il a peut-être perdu la bague dehors, sur la route. Alors que faire? Parcourir avec empressement les journaux du soir pour voir si la bague se trouve au nombre des objets trouvés.
Naturellement, mon avis lui saute aux yeux, il exulte. Pourquoi soupçonnerait-il un piège? Il ne peut imaginer que le docteur Watson établisse un rapport entre la bague et le meurtre. Il viendra. Il vient. Vous le verrez dans 1 heure. Et alors? Demandai-je. Je peux me charger de lui tout seul. Avez-vous des armes? Mon vieux revolver d'ordonnance et quelques cartouches. Vous feriez bien de le nettoyer et de le charger. Il se débattra avec l'énergie du désespoir. Je compte le prendre par surprise, mais il vaut mieux nous prémunir contre tout. J'allai dans ma chambre et je fis ce qu'il m'avait conseillé. Quand je revins avec mon pistolet, on avait enlevé le couvert. Holmes grattait son violon. Cela se corse, dit-il, tout en continuant à se livrer à son occupation favorite. Je reçois à l'instant une réponse d'Amérique. Je ne me suis pas trompé. C'est-à-dire? Demandai-je avec curiosité. Si mon violon avait des cordes neuves, il n'en vaudrait que mieux, dit-il. Mettez votre pistolet dans votre poche. Quand le type sera là, parlez-lui d'un ton naturel. Je me charge du reste. Ne l'effrayez pas en le regardant avec trop d'insistance. Il est maintenant 20 heures, dis-je en consultant ma montre. Oui, quelques minutes encore. Entr'ouvrez la porte? C'est bien comme ça. Maintenant, mettez la clé à l'intérieur. Merci. Voilà un curieux vieil ouvrage que j'ai trouvé hier chez un bouquiniste. De Jure Intergenti. Publié en latin à Liège, dans les Pays-Bas, en 1642. La tête de Charles Ier était encore solide sur ses épaules quand le papier de ce petit volume à dos brun fut tranché. Quel est le nom de l'imprimeur? Un Philippe de Crau quelconque. Sur la feuille de garde se trouvent ces mots d'une encre jaunie. Ex libris Guglielmi White. Je me demande ce qu'était ce William White. Quelque imposant homme de loi du XVIIe siècle, je suppose. Son écriture a la tournure du droit. Je crois que voici notre homme. Au même instant, retentit un bref coup de sonnette. Doucement, Sherlock Holmes se leva et rapprocha sa chaise de la porte. Les pas de la servante résonnèrent dans le vestibule. D'un bruit sec, elle fit sauter le loquet. « C'est ici qu'habite le docteur Watson ?» demanda une voix distincte mais un peu éraillée. La réponse ne parvint pas à nos oreilles. La servante referma la porte. Quelqu'un se mit à monter l'escalier, d'un pas incertain et traînant qui surprit mon compagnon, puis avança avec lenteur dans le corridor et frappa doucement. « Entrez !» criai-je. Au lieu de l'homme robuste et violent que nous attendions, nous vîmes entrer, traînant la jambe, une très vieille femme au visage tout ridé. Elle fit une révérence, puis se mit à fouiller dans sa poche. Elle avait des doigts nerveux, fébriles. Éblouie par l'éclat soudain de la lumière, ses yeux larmoyants, tournés vers nous, clignotaient. Je regardai mon compagnon et manquais d'éclater de rire. Il avait l'air si désappointé. La vieille finit par trouver un journal du soir et montrant du doigt notre annonce. « C'est ça qui m'a amené ici, mes bons messieurs, dit-elle, avec une seconde révérence. La bague en or, Brixton Road. Elle appartient à ma fille, Sarah, qui était mariée seulement depuis 1 an à son mari, qui est garçon de cabine à bord d'un bateau de l'Union. Et qu'est-ce qu'il dira s'il vient et il la trouve sans sa bague? Je n'ose pas y penser. Lui qui est déjà brutal dans ses meilleurs moments, mais quand il a bu... Si vous voulez savoir, Sarah est allée au cirque la nuit dernière en compagnie de... Cette bague est-elle la sienne? demandai-je. Dieu soit loué, s'écria la vieille. C'est Sarah qui va être contente cette nuit. C'est bien là sa bague. Et quelle est votre adresse? demandai-je en prenant un crayon. 13 rue Duncan, Houndsditch. Un fichu bout d'ici. Il n'y a pas de cirque entre Brixton Road et Houndsditch, dit sèchement Sherlock Holmes. La vieille femme tourna vers lui ses petits yeux bordés de rouge. « C'est mon adresse que le monsieur m'a demandé, dit-elle. Sarah, elle, vit en garni au numéro 3 Mayfield Place, Peckham. Et votre nom est? Mon nom est Sawyer, et le nom de ma fille est Denis. Et Tom Denis est son mari, un bon gars au fond, et intelligent avec ça. Tant qu'il est en mer, pas de garçon de cabine plus considéré, mesdames, à terre, ce qu'avec les femmes et ce qu'avec les débits de boisson. Emportez la bague, madame Sawyer, interrompis-je sur un signe de mon compagnon. Il est clair qu'elle appartient à votre fille, et je suis heureux de pouvoir la restituer à sa légitime propriétaire.
Tout en marmottant des bénédictions et des protestations de reconnaissance, la vieille taupe empocha la bague et elle descendit l'escalier en traînant le pied. Sitôt qu'elle fut partie, Sherlock Holmes se précipita dans sa chambre. L'instant d'après, il en sortait emmitouflé dans un ulster et un cache-nez. « Je vais la filer, dit-il vivement. Ce doit être une complice. Elle me conduira chez l'assassin. Attendez-moi. » La porte d'entrée venait à peine de se refermer sur la visiteuse que Holmes dégringola l'escalier. De la fenêtre, je le vis suivre de près la vieille femme clopinant de l'autre côté de la rue. Ou toute sa théorie fausse, pensais-je, où il va être conduit au cœur du mystère. Il m'avait prié de bien inutilement de l'attendre. Je sentais qu'il me serait impossible de dormir avant de connaître le résultat de sa démarche. Il était environ 9 heures quand il sortit. J'ignorais à quelle heure il rentrerait. Je m'installai stoïquement avec ma pipe et La vie de bohème de Murger. Je tirais des bouffées et je sautais des pages. 10 heures sonnèrent. J'entendis le trottinement de la bonne qui allait se coucher. 11 heures. Le pas, plus majestueux, de la logeuse la conduisit à la même direction. Vers minuit, le bruit sec d'une clé m'avertit du retour de mon ami. Dès la porte, je le vis à son air qu'il revenait bredouille. L'amusement et le dépit semblaient se disputer sa figure. Mais finalement, Sherlock Holmes partit avec un franc éclat de rire. « Je ne voudrais pas, pour tout l'or du monde, que Scotland Yard apprît mon histoire, s'écria-t-il en tombant sur une chaise. Ces hommes m'en rebattraient à jamais les oreilles pour se venger de tous mes sarcasmes. Je peux me permettre de rire, parce que je sais que, tôt ou tard, je prendrai ma revanche. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandai-je. « Je vais vous faire rire à mes dépens, mais peu importe. La vieille a traîné la jambe un bout de chemin, puis elle a fait semblant d'avoir mal à un pied. Elle s'est arrêtée. Elle a hélé un fiacre qui se trouvait à passer. Je me suis arrangée pour être à portée de voix, mais c'était une précaution tout à fait inutile. Elle a crié son adresse de manière à être entendue de l'autre côté de la rue. « Conduisez-moi au numéro 13 de la rue Duncan, Hounstitch. » Cela prenait tournure de vérité. Quand je l'ai vue bien installée à l'intérieur, je me suis perchée à l'arrière. C'est un art dans lequel tout détective devrait exceller. Puis nous avons roulé sans arrêt jusqu'à la maison en question. Avant d'arriver devant la porte, j'ai sauté. J'ai fait à pied le reste du chemin, nonchalamment. Le fiacre s'est arrêté. Le cocher est descendu. Il a ouvert la portière et il a attendu. Quand je me rapprochai de lui, il fouillait avec furie sa voiture vide en dévidant tout un chapelet de blasphème. De la voyageuse, plus signe ni trace. Je crains qu'il ne touche pas de sitôt le prix de sa course. Au numéro 13, nous avons appris que la maison appartenait à un honnête colleur de papier peint qui s'appelle Keswick et qui n'a jamais entendu parler ni de Sawyer ni de Denis. « Vous ne voulez pas dire, m'écriai-je au comble de l'étonnement, que cette faible vieillarde soit sortie à votre insu du fiacre en marche. »« Le diable soit de la vieille femme, dit Sherlock Holmes. C'est nous qui nous sommes laissés berner comme des vieilles femmes. C'était sûrement un homme, jeune et actif, et de plus un excellent comédien. Le déguisement était impayable. Il s'en est servi pour me semer. Ceci prouve que l'homme que nous recherchons n'est pas si isolé que je l'imaginais. Il a des amis prêts à s'exposer pour lui. Docteur, vous avez l'air vanné. Allez vous coucher si vous m'en croyez. » J'obéis de bonne grâce à cette injonction. Je me sentais à bout de force. Holmes resta assis devant le feu qui couvait sous la cendre. Il médita longuement sur le problème qu'il avait à cœur de résoudre. Fort avant dans la nuit, j'entendis en effet les gémissements mélancoliques de son violon. Chapitre 6. Tobias Gregson montre son savoir-faire. Les journaux du lendemain ne parlaient que du mystère de Brixton. Tous en donnaient un compte-rendu détaillé, certains y consacraient même leur article de tête. Il contenait quelques renseignements nouveaux, j'ai gardé dans mes archives plusieurs coupures se rapportant à cette affaire. En voici un résumé. D'après le Daily Telegraph, les annales du crime fournissaient peu d'exemples de tragédies accomplies dans des circonstances plus mystérieuses. Le nom allemand de la victime, l'absence de tout mobile, la sinistre inscription sur le mur, tout dénonçait la main de réfugiés politiques et de révolutionnaires. Les socialistes comptaient aux États-Unis de nombreux adeptes. C'étaient ceux-ci qui, de toute évidence, avaient expédié Draber pour une infraction quelconque à leur loi non écrite. Après une brève allusion à la Vergericht, au Carbonari
à la marquise de Brinvilliers, aux assassinats de la Grande Route de Radcliffe, l'article s'achevait sur une remontrance au gouvernement. Il préconisait une surveillance plus étroite des étrangers en Angleterre. Les commentaires du Standard roulaient sur le fait que de tels outrages à la morale publique avaient généralement lieu sous un gouvernement libéral. Ils étaient en effet de l'ébranlement des convictions dans les masses populaires et de l'affaiblissement subséquent de toute autorité. La victime était un Américain qui séjournait à l'ombre depuis quelques semaines. Il avait pris pension chez Madame Charpentier à Torquay Terrace, Camberwell. Il avait pour compagnon de voyage son secrétaire particulier, M. Joseph Stangerson. Tous deux avaient pris le congé de leur hôtesse le mardi 4 courant, et ils étaient partis pour la gare de d'Euston avec l'intention déclarée de prendre l'express de Liverpool. On les avait vus ensuite sur le quai, de ce moment jusqu'à la découverte du cadavre de M. Drebber dans une maison inhabitée sur la route de Brixton, à plusieurs kilomètres d'Euston. On ne savait pas ce qu'ils avaient fait. Qui avait amené Drebber dans cette maison? De quelle manière y avait-il trouvé la mort? Mystère. On ignorait encore tout des allées et venues de Stangerson. On était heureux d'apprendre que messieurs Lestrade et Gregson, tous deux de Scotland Yard, instruisaient conjointement cette affaire. Le crédit dont jouissaient ces deux officiers de police en faisait augurer l'éclaircissement à brève échéance. Pour le Daily News, le caractère politique du crime ne faisait point de doute. Le despotisme, la haine du libéralisme qui inspirait les gouvernements du continent avaient eu pour effet d'attirer chez nous un grand nombre d'hommes qui auraient été d'excellents citoyens, sans le souvenir amer des persécutions qu'ils avaient subies. Toute infraction au code d'honneur qui régissait ces hommes était punie de mort. Il ne fallait rien négliger pour trouver le secrétaire, Stangerson, et pour connaître certaines particularités des habitudes de Drebber. On avait fait un grand pas en découvrant l'adresse de la maison où il avait pris pension. Le résultat en était entièrement dû à la finesse et à la ténacité de messieurs Gregson de Scotland Yard. Sherlock Holmes et moi, nous lûmes ces articles en prenant notre petit déjeuner. Sherlock Holmes s'en amusa beaucoup. Qu'est-ce que je vous avais dit? De toute façon, Lestrade et Gregson triompheront. Cela dépendra de la tournure des événements. Mais non, pas du tout. Si l'homme est pincé, ce sera grâce à leurs efforts. S'ils s'échappent, ce sera en dépit de leurs efforts. Ces phases, je gagne, et pile, tu perds. Quoi qu'ils fassent, ils auront des admirateurs. Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire. Que se passe-t-il? M'écriai-je. Tout à coup, le trépignement de pas, nombreux dans le vestibule, puis dans l'escalier, s'était fait entendre, mêlé de très sonores expressions de dégoût de notre logeuse. « C'est la section de la police secrète de Baker Street, » dit gravement mon compagnon. Au même instant, firent irruption dans notre pièce une demi-douzaine de gamins des rues, les plus sales et les plus déguenillés que j'eusse jamais vus. « Garde à vous !» cria Holmes d'une voix de stentor. Aussitôt, les 6 petits drôles se mirent en rang, comme en temps de statuettes minables. « À l'avenir, dit mon compagnon, Wiggins seul me présentera votre rapport. Vous l'attendrez dans la rue. »« Vous l'avez découvert, Wiggins ?»« Non, monsieur, pas encore, dit l'un des enfants. »« Je ne m'attendais pas à ce que vous réussissiez du premier coup. Poursuivez vos recherches. Voici votre salaire. » Il remit à chacun d'eux 1 shilling. « Maintenant, filez, faites-moi un meilleur rapport la prochaine fois. » Il fit un signe. Ils dévalèrent l'escalier comme des souris. L'instant d'après, dans la rue, ils perçaient l'air de leurs cris. « Il y a davantage à obtenir d'un de ces petits mendiants que d'une douzaine de détectives, dit Holmes. La seule vue d'une personne à l'air officiel scelle les lèvres des gens. Ces gosses vont partout, ils entendent tout, et puis ils sont finaux. Tout ce qui leur manque, c'est de l'organisation. »« Est-ce que vous vous servez d'eux pour le crime de Brixton ?» demandai-je. « Oui, je veux m'assurer de quelque chose. C'est simplement une affaire de temps. »« Oh là, nous allons entendre parler de vengeance. Voici Gregson qui descend la rue, le visage radieux. Il vient sûrement nous voir. Oui, il s'arrête, il sonne. » La sonnette fut tirée violemment, et en quelques secondes, le détective blond avait monté 4 à 4 l'escalier et fait irruption dans notre salon. « Mon cher, s'écria-t-il en tordant la main molle de Holmes, félicitez-moi, j'ai rendu l'affaire aussi claire que le jour. » Je crus voir passer une ombre d'anxiété sur le visage expressif de mon compagnon. « Seriez-vous sur la bonne piste ?» demanda-t-il. « La bonne piste? Nous avons arrêté le meurtrier. »« Et quel est son nom ?»« Arthur Charpentier, sous-lieutenant dans la marine de l'État, » articula pompeusement Gregson. Il gonflait sa poitrine et frottait ses mains grassouillettes.
Sherlock Holmes poussa un soupir de soulagement. Le sourire reparut sur ses lèvres. « Asseyez-vous et prenez un cigare, dit-il. Nous sommes impatients de savoir comment vous vous y êtes pris. Du whisky? Avec de l'eau ?» Volontiers, reprit le détective. Les terribles efforts que j'ai fournis ces 2 derniers jours m'ont complètement épuisé. Pas tant l'effort physique cependant que l'effort d'imagination. Vous savez ce que c'est, monsieur Sherlock Holmes. Vous aussi, vous travaillez avec votre tête. Vous me faites beaucoup d'honneur, dit gravement Sherlock Holmes. Expliquez-nous comment vous êtes parvenu à cet heureux résultat. Le détective s'installa dans le fauteuil et tira quelques bouffées de son cigare. Puis soudain, au paroxysme de la gaieté, il se frappa la cuisse. « Le plus drôle, s'écria-t-il, c'est que cet imbécile de Lestrade, qui se croit si malin, s'est complètement fourvoyé. Il recherche partout le secrétaire Stangerson, qui n'a pas plus trempé dans le crime qu'un bébé qui va naître. Je suis sûr qu'il l'a trouvé à l'heure qu'il est. » Cette idée fit tant rire Gregson qu'il s'étouffa. « Comment avez-vous trouvé la clé du mystère ? » Je vais tout vous dire. Bien entendu, Dr. Watson, ceci doit rester entre nous. D'abord, il s'agissait de connaître les antécédents de l'Américain. D'autres auraient attendu qu'on réponde à leurs annonces dans les journaux, ou bien encore que des complices apportent d'eux-mêmes des renseignements. Ce n'est pas comme ça que travaille Tobias Gregson. Vous souvenez-vous du chapeau placé près de la victime ? Oui, dit Holmes, il portait le nom et l'adresse du chapelier, John Underwood et fils, 129 Camberwell Road. Gregson perdit contenance. Vous l'aviez remarqué ? Dit-il, le visage allongé. Vous êtes allé à Camberwell Road ? Non. Ah, fit Gregson en se redressant. Il ne faut jamais négliger une chance, si petite qu'elle soit. Rien n'est petit pour un grand esprit, dit sentencieusement Holmes. Eh bien, moi, je suis allé voir Underwood. Je lui ai demandé s'il avait vendu un chapeau de telle tour de tête et de telle forme. Il a ouvert son livre, il l'a trouvé tout de suite. Il avait envoyé le chapeau à un monsieur Druber, demeurant à la pension Charpentier, Torquay Terrasse. Voilà comment je me suis procuré l'adresse. Malin, très malin, murmura Sherlock Holmes. Ensuite, j'ai interrogé Madame Charpentier, continua le détective. Je l'ai trouvée très pâle, angoissée. Sa fille était présente, une fort jolie fille. Ses yeux étaient rouges et ses lèvres tremblaient quand je lui parlais. Cela n'a pas échappé à mon attention. Il y avait quelque anguille sous roche. Vous connaissez cette impression, monsieur Sherlock Holmes. Quand on tombe sur la bonne piste, on éprouve un petit pincement, là. Avez-vous entendu parler de la mort mystérieuse de votre ex-pensionnaire, Henroch Dreber de Cleveland, ai-je demandé. La mère fit signe que oui. Elle semblait avoir peine à parler, et la fille a fondu en larmes. Alors là, je les ai vraiment soupçonnés de savoir quelque chose. À quelle heure M. Dreber a-t-il quitté votre maison pour se rendre à la gare ? À 8 heures, a-t-elle répondu avec effort. Son secrétaire, M. Stangerson, avait indiqué 2 trains, l'un à 9h15, l'autre à 11h. M. Dreber avait choisi le premier. C'est la dernière fois que vous l'avez vu ? Le visage de la femme a changé terriblement. Elle est devenue livide. Elle a été quelques secondes avant de pouvoir dire seulement « oui ». Et encore l'a-t-elle fait d'un ton voilé, pas naturel. Alors il y a eu un moment de silence, puis la jeune fille s'est jetée à l'eau. « Il ne peut rien sortir de bon d'un mensonge, maman, dit-elle d'une voix claire et assurée. Soyons franches avec ce monsieur. Nous avons revu M. Druber. » « Que Dieu te pardonne, s'est écriée Madame Charpentier en levant les bras au ciel et en se renversant sur sa chaise. Tu as tué ton frère. Arthur m'approuverait, répondit la jeune fille d'un ton ferme. Vous feriez mieux de me dire tout maintenant. L'aurais-je conseillé. Un demi-aveu est pire qu'une dénégation. D'ailleurs, vous ne savez pas à quel point nous sommes renseignés. C'est toi qui l'auras voulu, Alice, s'écria la mère. Puis, se tournant vers moi, je vais tout vous dire, monsieur. Vous voyez, je suis troublée. N'allez pas vous imaginer cependant que j'ai peur de voir mon fils impliqué dans quelque horrible affaire. Non, il est parfaitement innocent. Si je crains quelque chose, c'est qu'il ne soit compromis à vos yeux et à ceux des autres. Mais c'est impossible, certainement. Son caractère élevé, sa profession, ses antécédents, tout empêcherait cela. Avouez-moi tout. C'est ce que vous avez de mieux à faire, lui ai-je répondu. Cela ne nuira pas à votre fils s'il est innocent, je vous le garantis. Alors, sur la prière de sa mère, la jeune fille s'est retirée. Mon intention, monsieur, a-t-elle continué, était de ne rien vous dire, mais puisque ma fille a commencé à parler, je n'ai plus le choix. Maintenant que je suis décidée, je n'omettrai aucun fait. Et je m'arrête ici.
en raison d'un problème. Dégueulasse. Toute l'équipe de lecture créative vous demande l'absolution. Attends, je remets le son. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, bonjour. Non, parce qu'en fait, je rame de ouf. Et en fait, quand je trace un trait, en fait, il met 3 secondes à s'afficher, en fait. Oh merde. C'est la dimension du dessin qui fait ça? Non, je pense que c'est parce que en même temps, il y a Skype en même temps. Et Skype, ça pompe beaucoup Ah bon? de trucs. Mais les autres fois, ça avait pas fait ça, si? Mais les autres fois, j'étais pas sur Photoshop. La dernière fois, ça l'a fait, mais je pense que le fichier était plus petit. Ouais. Ah ouais, c'est... Moi, je pense que c'est... Moi, quand ça me fait ça, c'est la taille du fichier qui est trop grande. Ah bah c'est peut-être ça, alors. T'es en... Parce que là, t'es à 16%. Ah oui, donc t'es sur vraiment quelque chose de très grand. Ah ouais. Ah et puis ça, c'est hyper chiant. Merci. C'est hyper chiant, quoi. La prochaine fois, je le saurai. En tout cas... Bah, t'avais commencé un truc qui avait l'air pas trop mal, quand même. Ouais, mais en fait, c'est à un moment donné, pour être précis, en fait, c'est l'horreur. Ah, j'imagine, ouais. Tu mets ton truc et tu tapes 3 secondes plus Même, tard. oui, pour savoir si ça, ouais, si c'est bien placé ou pas. Un peu compliqué. En tout cas, tant que c'était grossier, ça allait, mais là, dès que j'ai voulu faire du détail, c'était pas possible. Okay. Oui, on dirait un message SNC. Non, ils sont équipage. Non, il n'y a pas de commande. Enfin, voilà. Donc, je réglerai le problème pour la prochaine fois et ce sera réglé. Non, pas de soucis. Bah écoute, ça roule. De toute façon, la prochaine fois, c'est demain. Ouais. 21h toujours? 21h, ouais, très bien. Ok, et jeudi, on annule. Jeudi, ouais. Ça marche, on fait ça. Ah oui, G4, tu viens de rater la lecture, on vient de finir là. Ouais. Salut Jolenou, bienvenue parmi nous. Salut Athalis qui est arrivé aussi en cours de route. Salut Sniper, salut Grelock. Et salut Out of Paprika et Elilola Tops. Et je crois que c'est tout. Tu stream et salut Samtine. Tu stream là après, gros pseudo? Ouais. Je vais sûrement streamer, mais tard, quoi. Comme d'hab, la nuit, quoi. Bon, parce que moi je voulais couper. Alors, du coup, je vais trouver un stream où envoyer les gens, parce que là je vais manger en fait. Et ce soir je vais pas streamer les amis, je suis un petit peu prise par autre chose en fait. Ce soir j'ai un peu la tête ailleurs, donc je vais pas streamer. On se retrouve demain. Fort bien. Bien, bonne soirée à tous. Ah, mort de rire, j'ai 4. Bonne soirée tout le monde. Et je sais pas où vous envoyer, y a personne qui stream des trucs bien. Bon, t'as pas un... Ah si, il y a Titanium Wolf qui stream. Oui, qui est micro. Qui fait du créative, c'est ça? Ouais. Et ben, hop, je vais copier le lien si jamais les gens veulent suivre. Ah ouais, Lagdar, désolé. Bah, il y aura la rediff dans quelques minutes qui va apparaître. Voilà. Bon bah en tout cas merci gros pseudo encore une fois pour cette illustration, même si cette tentative d'illustration. Oui, faut le dire, c'est sans doute un des moments forts de la lecture créative en ce qui concerne le titre ce soir. C'était, enfin, je sais pas comment l'ont perçu les gens, mais. Oh, je pense que c'était, ouais, c'était un point clé. Ben, je pense. De notre développement. Ne loupez pas le replay. C'est le conseil que je vous donne. Donc voilà les amis. Et on se retrouve pour moi demain seulement, pour Gros Pseudo ce soir. Donc du coup je serai peut-être chez toi ce soir, Gros Pseudo. Très bien. Eh bien, fort bien. Je pense à le temps que je me fasse à manger, car vous savez, manger c'est important. Et je pense vers 22h. Et pensez à boire aussi, il fait chaud. De l'eau. La canicule, c'est important. Voilà. Je te coupe. Bon, des bisous. Des bisous. À tous. Et à bientôt. À tout à l'heure. Ciao, à plus tard, Gros Pseudo. Et ciao le stream, à plus tard. Des bisous. J'étais là depuis le début. Ah bah oui, elle était là depuis le début, à Thalys. Elle, je sais toujours pas d'ailleurs. Mais oui. Oui. Je vous fais des bisous, les amis. Bonne soirée et à demain. Isu, tu lances un stream? Envoie ton lien si tu lances un stream. Allez, ciao.